Merci Karen. Merci Karen. Donc nous allons nous présenter. Je suis Pierre Picard de Food Service Vision et nous sommes depuis 4 ans, 5 ans partenaires de Food Hotel Tech et nous sommes vraiment très heureux chaque année d'être sur Food Hotel Tech et particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette table ronde qui a pour thème, il faut que je mette mes lunettes, comment la tech transforme la restauration rapide et la relation franchiseur-franchisé. Donc aujourd'hui, il y a une bonne interrogation, mais on aurait peut-être pu mettre un point d'exclamation. Je vais laisser mes invités se présenter. Bart. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être présent, de pouvoir représenter Pokawa. Donc, je suis Bart de Vrez, je suis le président directeur général de Pokawa. Et comme vous pouvez entendre, je suis un Flamand qui a émigré il y a 30 ans en France. C'était pas un choix, mais bon, j'ai rencontré une Bretonne et donc finalement, j'ai mis mon ancre ici en France, mais je suis ravi parce que ça reste quand même malgré tout le pays où il y a le plus d'innovation dans le street food, dans le food dans son ensemble. Et c'est un écosystème très très intéressant pour s'exprimer et prendre plaisir dans son travail. Bon, voilà, merci. Thierry. Oula, moi je suis aussi un émigré alsacien à Paris. Nul n'est parfait. J'ai cofondé... T'as tes papiers? T'as tes papiers? T'as tes papiers? J'ai mes papiers, oui. J'ai cofondé Begelstein en 2011. On exploite aujourd'hui la marque dans 5 pays, dont l'Inde, parce qu'on est spécialisé en nano-fromage aussi. Et on se développe à une vitesse intéressante. Et la tech est au cœur de nos préoccupations, aussi étrange que ça puisse paraître, mais on y reviendra. Merci Thierry. Lucas. Je m'appelle Lucas, je suis responsable digital chez Matsuri. Je prends la place d'Adrien qui nous a fait faux bond et m'a dit que je ferais quand même meilleure image pour l'aspect technique de Matsuri. Donc merci de m'avoir accueilli. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à comprendre comment est-ce qu'on va accentuer l'aspect technique avec nos franchisés, qu'on commence à développer. On a fait le salon de la franchise la semaine dernière. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui pour nous. Eh bien, bienvenue à tous les trois. Lucas, bienvenue. Tant pis pour Adrien. Nous, je pense qu'on gagne au change parce qu'on a affaire justement à une personne, à un jeune homme qui connaît bien la technologie. J'aimerais commencer cette heure que nous allons passer ensemble, ces 55 minutes que nous allons passer ensemble, par avoir à chacun de vous, chacun à votre tour, la définition du mot tech et la définition du mot transformer, pour qu'on soit sûr qu'on parle bien tous de la même chose. La tech, par définition, c'est ce qui se branche dans une prise électrique. Et quand on regarde le sujet, il y a presque un oxymore. Comment est-ce qu'on peut penser à se mettre quelque chose dans le ventre et se dire que la tech va nous aider? C'est quand même fou. Quand Karen Serfati, qui est la fondatrice de ce salon et qui a fait un travail incroyable, a créé Food Hotel Tech, on se disait mais à quoi ça sert de mettre la food et la tech dans la même phrase? Ça n'a rien à voir et la tech n'a rien à voir avec le fait de se nourrir 3 fois par jour. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus travailler en tant que restaurateur sans la caisse, sans la tech, sans la data, sans l'IA, sans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la tech est le socle, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour faire notre métier de restaurateur. C'est fou quand on y pense, mais c'est aujourd'hui, on n'a plus de choix. Et qu'est-ce que tu mets derrière le mot transformation? C'est par définition, au départ, on faisait à manger. Aujourd'hui, c'est presque un prétexte pour utiliser la tech. J'exagère, mais la tech nous a complètement transformés. Je vois les caisses enregistreuses qu'on avait au départ. C'était une chose. Aujourd'hui, une caisse enregistreuse, ça n'a plus rien d'une caisse enregistreuse. C'est un ordinateur. Ça va générer des bornes de commande, ça va générer des écrans qui vont optimiser la production en cuisine. Nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle InnovOrder, qui va gérer du début à la fin la commande. Et pour vous donner un exemple, mais je ne suis pas le seul, je pense que chez Bart, c'est la même chose. Je vais même prendre des exemples. Quand il y a 10 pokés saumon qui sont commandés par 10 personnes, et bien en cuisine, ils voient 10 pokés saumon à produire. Ça change tout dans l'organisation d'une cuisine. Donc la transformation, elle nous a obligés à réinventer notre métier. Bart. Je partage à 100% l'observation de Thierry et j'irai même un peu plus loin.
Quand j'ai rejoint Pokawa il y a maintenant 3 ans, on m'a dit Pokawa, c'est une entreprise digitale. Digital, technologie, c'est à peu près la même chose dans l'esprit de certains. Mais je ne le partage pas. Je pense que le digital et la technologie, il faut faire la part des choses entre un côté la digital qui est vis-à-vis du consommateur et le digital de l'autre côté qu'on utilise en interne pour organiser notre métier de restaurateur. En back-office. En back-office, absolument. Parce que trop souvent, on dit on est une entreprise digitale. Ben, c'est bien beau d'être sur Instagram, c'est bien beau d'être sur Snapchat et tout ça, mais c'est pas ça pour moi aujourd'hui le plus important. Le plus important, c'est d'avoir les systèmes en place technologiques derrière, dans le back-office, qui permettent à gérer son entreprise. Et ça, cette évolution est très importante parce que là où on va gagner de l'argent, c'est plutôt dans la bonne organisation de notre cuisine, de notre back-office, avec des technologies bien réfléchies. Et le digital, c'est pour fluidifier en front-office le parcours client. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Et trop souvent, on mélange les deux. C'est le front-office et le back-office, on les mélange. Pour moi, le front-office dans le digital, il est très important pour garder et capter les clients. Et le back-office, c'est très utile pour optimiser la marge et la rentabilité de nos business. Et ça, en tant que franchiseur, parce que c'est quand même un peu le sujet de notre rencontre, ces deux-là, il faut bien les séparer et faire comprendre, nous, en tant que franchiseurs, vis-à-vis de nos franchisés, l'intérêt de bien structurer son business autour de cette technologie. Merci, Lucas. Alors, Lucas, je te laisse donner les définitions de ces deux mots, ce que tu mets derrière ces deux mots, et après j'aurai une autre question derrière pour toi. Ouais, je suis d'accord avec Thierry et Bart, c'est vraiment la compréhension surtout de ces outils techniques et comment ils ont permis aujourd'hui à nous, restaurateurs, de faire évoluer la compréhension de nos chiffres. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur de la tech aujourd'hui, c'est de comprendre nos chiffres, que ce soit via les différents outils qui sont interconnectés entre eux. Notre caisse est connectée à notre logiciel RH, à notre logiciel d'achat et à nos prises de commande. Donc on arrive vraiment en live aujourd'hui à comprendre tout ce qui se passe au sein d'un restaurant, que ce soit dans nos filiales ou dans nos restaurants franchisés. Donc pour l'aspect tech, je pense que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut rassembler sous ce mot, mais le plus important, c'est vraiment la partie numérique qu'on peut en tirer. Transformation, je pense que nous, on en a beaucoup eu cette année. Matsuri a été racheté il y a un peu plus d'1 an et demi. Oui, c'est l'objet de ma question justement, c'est que... Vas-y, je te laisse finir. La transformation, elle est à la fois digitale, c'est-à-dire qu'on a tout cassé sur les réseaux sociaux, on a tout rebrandé dans nos restaurants et c'est cette déstructuration de ce qui existait chez Matsuri, c'est beaucoup joué sur le digital. On a vraiment tout refait, de notre charte graphique à l'expérience en salle. Les seules choses qu'on a gardées, c'est le nom de marque et notre système avec un tapis tournant dans les restaurants. Tout le reste a été réinventé et c'est là que s'est joué pour nous notre transformation. Alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question, mais vous venez de racheter, comme tu l'as dit, la chaîne Matsuri, qui compte combien de restaurants ? On a aujourd'hui 12 restaurants. 12 restaurants. Est-ce que dans la due deal de rachat, le niveau du digital a eu une notation de valorisation ou pas ? Alors, la valeur de rachat, elle a été vraiment calculée sur tout ce qui va être matériel, donc le fonds de commerce, la possibilité de chiffre sur les emplacements qu'on avait, c'est que des emplacements numéro 1. La valeur, on va dire, technique, que ce soit l'état des cuisines et tout le détail dans lequel on peut aller et les aspects digitaux n'ont pas réellement été pris en compte, parce qu'on a tout cassé. Hier, quand je dis hier, c'est il y a 1 an et demi, on utilisait des outils qui n'étaient pas forcément interconnectés entre eux. Depuis 1 an et demi, on fait l'effort de tout casser pour reconstruire quelque chose qui soit bien fluide et homogène afin que nos futurs franchisés puissent facilement s'intégrer dans le parcours et avoir toutes les briques d'un coup. Merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser la même question à Thierry. Si tu vendais aujourd'hui, si vous vendiez votre chaîne, dans la due deal, quelle serait la notation que vous souhaiteriez que l'acheteur donne à votre équipement digital, aussi bien back-office que front-office, comme l'évoquait Bart ? Mais c'est totalement intégré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'existons que parce que nous avons des aspects, moi je préfère dire numériques que digitaux, parce que pour moi, il y a 2 métiers digitaux, c'est
proctologue et pianiste, et donc c'est plus le numérique qui nous drive. Mais la manière de travailler client, de le conserver, de travailler la data, et fait partie de notre métier. J'ai des gens, et ça n'existait pas il y a encore 5 ans, il y a des gens chez moi qui ne font qu'analyser des datas. Et il y a des outils qui ne sont là que pour analyser des datas. Et le vrai problème, il faut se le dire, hein, c'est que ces gens-là, bientôt, je ne vais plus en avoir besoin parce que l'IA analyse magnifiquement mes datas, bien mieux que les gens qui analysent des tableaux Excel, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui. Bart, en termes de valorisation, quelle part? Parce que quand on rachète un réseau ou quand on rachète un restaurant, on donne une valeur à l'état de l'équipement de la cuisine, par exemple. Et quelle est la place du digital dans cette valorisation? Moi, je voulais rebondir sur le mot transformation, parce que je n'ai pas répondu là-dessus. C'est ça. Pas encore. Et je pense que pour moi, le mot transformation, il est très important parce que vous ne pouvez que transformer votre digital, votre technologie, si vous êtes capable d'embarquer tout le monde sur le voyage. Et bon, je l'ai fait à plusieurs reprises et je constate aujourd'hui ce qu'on a chez Pokawa. On a changé pas mal de systèmes d'information et chaque fois, ça a été important d'embarquer dans un premier temps les gens qui vont faire la transformation et se donner les moyens de faire la transformation. Et de l'autre côté, aussi préparer les partenaires, c'est les franchisés, sur cette transformation. Parce que souvent, la transformation, comme on dit, c'est un changement d'habitude, c'est un nouveau parcours d'apprentissage pour pouvoir interpréter ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est la data. Et nos franchisés, ils sont comme nous tous, hein, on est tous un peu réfractaires au changement. Et donc le digital, la technologie, est souvent, on constate souvent que les gens sont un peu réfractaires. Aujourd'hui, quelle est la valeur? Pour moi, la valeur, c'est cette transformation d'un système vers un autre et donc faire en sorte que tout le monde apprend et intègre les valeurs de ce que c'est cette nouvelle technologie, mais surtout faire comprendre à des personnes qui viennent pas forcément de la tech que cette transformation, cette technologie digitale apporte de la data. Et donc c'est la data qui est de l'or maintenant. Et si demain je suis emmené à vendre, imagine une chaîne de restaurants, ce n'est pas uniquement le chiffre d'affaires que vous faites, mais aussi toute la data que vous transportez d'un point A vers un point B, que vous pouvez valoriser. Et ça, je pense que c'est très important, c'est cette data. Et la notion qu'on a de la data, aujourd'hui, elle est assez faible. Elle n'est pas assez elle est assez faible dans la restauration parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et je pense que cette transformation, c'est emmener tout le monde sur ce voyage et faire comprendre qu'une fois que vous avez la data, que le digital et la technologie vous apportent, là, vous pouvez créer énormément de valeur. Et pour moi, la valeur d'une chaîne demain, c'est le nombre de personnes qui, pas vous suivent sur Instagram et sur Facebook. Ça, on s'en fout totalement. Ça, c'est totalement, comment dire, je pense que c'est de la fumée. C'est de la fumée aux yeux des gens qui ne connaissent pas vraiment le digital. Mais qu'est-ce qui est vraiment la valeur? C'est l'ensemble des clients que vous avez réussi à embarquer sur votre chaîne, qui vous suivent et qui sont prêts à travers tous les outils que vous avez mis en place de commander. Et ça, pour moi, c'est la transformation qu'il faut emmener. Et ça demande un peu de temps et ça demande surtout beaucoup de volonté du franchiseur, emmener ses franchisés dans ce voyage. Thierry, tu voulais rebondir? Oui, parce que je rejoins totalement ce que dit Bart. Quand j'ai commencé l'aventure Begelstein, je disais il faut que ce soit super bon. Puis, il faut que ce soit super bon et qu'on ait une super expérience client. Puis maintenant, il faut que ce soit super bon, qu'il y ait une super expérience client et qu'il y ait une super note Google. Puisque c'est devenu une composante majeure du choix d'un restaurant par le consommateur. Comment on fait pour travailler la note Google? Il y a 2 axes principaux. 1, commencer enfin à dire bonjour et à sourire quand un client rentre. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. 2, travailler sa note Google. Grande chance pour les franchisés. Il y a aujourd'hui plein d'outils qui permettent de travailler son positionnement dans l'algorithme. Il y a des outils qui vont répondre aux avis Google. Il y a des outils qui vont faire en sorte que les photos soient mieux. Il y a plein d'outils. Donc on prend nos franchisés et on leur dit « Hey les gars, on a une super bonne nouvelle. Même si vous ne souriez pas tout le temps, la note Google, on peut travailler pour la faire remonter. » Mais ça a un coût. Alors, bonne nouvelle, le franchiseur a fait son boulot, comme Bart fait le sien, moi je fais le mien. On est allé négocier avec un outil top
Pour 19 € par mois, votre note Google elle remonte de 0,2 points. Ah non. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, et c'est le complément de ce que disait Bart, toute la difficulté aujourd'hui, c'est de sortir un franchisé de sa zone de confort qui est dans la food pour l'emmener vers la food tech. Parce qu'aujourd'hui, nos clients viennent grâce à la tech, restent grâce à la tech et augmentent leur panier moyen grâce à la tech. C'est incontournable. Et en préparant cette table ronde, Thierry, tu me disais que tu avais des réfractaires dans ton réseau. Et comment tu les fais rentrer dans le rang digital ? Un franchisé réfractaire, c'est presque un pléonasme. Ça veut dire qu'au départ, tout le monde est aussi réfractaire qu'une brique. Non, mes clients à Clermont-Ferrand ne veulent pas de la tech. Non, mes clients à Brest n'aiment pas les bornes de commande. Non, à Nice, on n'a pas besoin des réseaux sociaux. Et toute la difficulté du rôle de franchiseur, chez tous les franchiseurs, c'est l'exemplarité éprouvée en permanence. Je vais te montrer que ta note, elle augmente de 0,2. Ok, on va prendre 3 mois à le faire. Ça t'a coûté 50 €, ta note a remonté. Ah oui, mais maintenant, prouve-moi que quand elle remonte, j'ai des chiffres d'affaires en plus. Et que je remette le couvert et qu'on est en permanence en train de prouver pour convaincre des franchisés qui, par définition, pensent que le jour où ils ont signé et le jour où ils ont commencé à ouvrir leur restaurant, quelle que soit la marque, c'est figé pour les 7, 8, 9 années de contrat. On est en pleine évolution et on est obligé de s'adapter. Bart, toi tu me disais aussi en préparant cette table ronde que tu considérais qu'un franchiseur était un apporteur de services. Je pense qu'être franchiseur, être entreprise de service, en règle générale, et c'est quand même la définition, un franchisé, c'est l'opérateur de ce que met en place le franchiseur. Ça veut dire aussi que nous, en tant que franchiseurs, on doit, comme disait Thierry, apporter des solutions, leur montrer comment ça fonctionne, mais aussi, grâce à la technologie, avec des données, apporter des réponses à leurs questions. Et ça, aujourd'hui, c'est très facile parce que nous, on est connectés avec la caisse, avec les bornes et tous les outils qu'on a sur l'ensemble du réseau. Et on peut sortir une tendance, des bonnes pratiques, des choses à ne pas faire et démontrer que si on met tel ou tel outil en place, que ça a une vraie valeur pour le franchisé. Et pour moi, la valeur, c'est améliorer les marges, améliorer la fréquentation, faire en sorte que les notes augmentent. Et aujourd'hui, avec toute la donnée qui est disponible, ça pose pas trop de soucis de le montrer. Un franchisé, il est très sensible à quoi ? À la preuve par les chiffres que s'il met en œuvre une certaine politique décidée par le franchiseur, qu'il y a de l'amélioration qui peut venir. Mais néanmoins, à la fin de la journée, s'il n'est pas convaincu, s'il est réfractaire au changement et que s'il ne veut pas appliquer ou il pense que ce qu'on met en œuvre n'est pas la bonne solution, je pense qu'on doit le laisser aussi le temps d'apprendre à sa façon comment il peut éventuellement changer. Mais si vous signez avec une franchise, c'est quand même pour avoir ce service, ces accompagnements et ces insights, comme on dit en anglais, pour pouvoir améliorer au quotidien son business et in fine, à la fin, avoir des meilleures marges. Parce que c'est comme ça, ce qu'on fait dans notre business, c'est faire des marges. Lucas, toi qui es à la refondation digitale de Matsuri, on va dire, vous avez, je crois, 9 succursales et 2 ou 3 franchisés pour le moment, c'est ça ? On a 12 succursales et on ouvre notre première franchise cette année, nos 2 premières franchises cette année. Et donc, comme en plus il y a un décalage de génération entre toi et nous, et notamment nos 2 témoins, Quoi, notamment nous deux témoins ? oui, puisque vous êtes plus jeune que moi. Comment est-ce que tu rebondis sur ce que viennent de dire Bart et Thierry est-ce que tu es sur la même philosophie ? Quelle est ton approche de la digitalisation de votre réseau, que ce soit en succursale ou en franchisé d'ailleurs, c'est pas... Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous et je pense que ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a nos chiffres aujourd'hui sont biaisés par la digitalisation. On est obligé d'être sur des canaux de vente tels que la livraison, qui nous, personnellement, on cherche à faire de la restauration assise, mais on est obligé de servir notre client chez lui. Parce que s'il ne commande pas Matsuri, il va commander une autre enseigne.
Donc on doit être sur Uber Eats, sur Deliveroo, mais qui sont des marchés qui ne sont pas des plus rentables pour nous, que ce soit par les contraintes de ces agrégateurs, mais aussi des promotions qu'on va voir sur ce type de canaux. Donc je sais que nos premiers franchisés sont contents quand on leur explique comment est-ce qu'on on split notre chiffre, mais le fait d'être obligé d'être sur ce type de canaux, il y en a qui sont réfractaires, qui ne veulent pas du tout y être. Ce ne sont pas les plus jeunes. Il y a des gens qui disent ah non, mais moi j'ai toujours fonctionné sur des canaux qui étaient le surplace. Je ne vois pas pourquoi je ferais de la livraison. Donc aujourd'hui, on doit leur expliquer que pour fonctionner, pour maintenir les flux qu'on a et pour être présent tout le temps avec nos clients, il faut être sur la livraison. Donc ça, c'est le point que j'ajoute. Oui, il faut être présent sur Google. Les gens regardent Google et maintenant, ça devient même pire. Ils regardent que TikTok pour comprendre si notre restaurant est bon. Donc on a des influenceurs qui maintenant travaillent uniquement sur TikTok pour promouvoir Matsuri. Et les jeunes qu'on a aujourd'hui nous disent « Ah, mais je ne connaissais pas, je l'ai juste vu sur TikTok ». Donc il y a une force qui vient de ces nouveaux réseaux qu'on est obligé de comprendre et qu'on doit savoir exploiter pour pouvoir être performant sur nos unités. Et je rebondis sur ce que dit Lucas et la livraison. La livraison pour nous restaurateurs et pour les franchisés, quelles que soient les marques, c'est horriblement ambigu. C'est à la fois notre meilleur ami et notre meilleur ennemi. Notre meilleur ami parce que c'est un super client qui vient tous les jours, c'est notre plus gros client, hein, Deliveroo, Uber Eats. Mais il dit hey, comme je suis ton pote et que je viens tous les jours, tu me fais 30% de remise. Et si t'es pas content, je vais ailleurs. Et on n'a pas le choix. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin dans un réseau de franchises avec des franchiseurs et des franchisés, on a des franchisés qui se disent je perds trop de marge, je préfère ne pas faire ce chiffre d'affaires. Et donc j'augmente mes prix violemment et on se retrouve avec des écarts de prix qui sont indécents entre le même article en restaurant et le même article livré chez nous. Parce que déjà, les plateformes de livraison ont augmenté leur prix, on facture maintenant des frais de service en plus, on arrive à des écarts de dingue. Et on a des franchisés qui disent « je m'en fous, je préfère perdre ses ventes ». Le problème, c'est que tout ce monde-là est totalement interfacé. Et en termes de communication, n'oublions pas que la plateforme sur Deliveroo ou Uber Eats est une source de communication. Et que quand le restaurant va communiquer un prix ultra cher pour un article sur la plateforme, dans l'esprit du consommateur, c'est le même notion de cher quand il va aller au restaurant et il va perdre des ventes mécaniquement. Et donc, même la tech via le Deliveroo Uber Eats est un outil de communication pour le client final avec des effets secondaires qui peuvent être extrêmement violents. Donc ça va jusque-là, la tech. Vous êtes en train tous les deux de soulever un vrai sujet à mes yeux. Bart, je te mets dans la question, dans la discussion, bien évidemment. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que les plateformes et les agrégateurs de delivery font partie de la digitalisation de la chaîne. Qui supporte les frais ? Le franchiseur, le franchisé, c'est partagé ? Bart ? Non, c'est le franchisé qui perçoit les bénéfices de ses ventes, mais qui en paye aussi les charges. Et c'est lui qui est en première ligne. Après, c'est aussi le client final hein, qui en paye les frais. Je redis toujours que nous sommes... Begelstein est le 4e client Deliveroo en France. On était tout au départ. À l'époque, on avait l'obligation de garder les mêmes prix de vente sur la plateforme et en restaurant. Et on facturait 2 € de frais de livraison. Donc ça veut dire que pour 2 € de plus, vous étiez livré chez vous et vous payez le reste au même prix. Aujourd'hui, il y a entre 5 et 8-9 € de frais de livraison. Il y a entre 5 et 8-9 € de frais de gestion et tous les restaurateurs, nous y compris, ont augmenté leur prix de 30%. Ce qui fait qu'il y a des écarts qui peuvent atteindre 60% entre le prix livré en magasin, enfin le prix acheté en magasin et le prix livré chez vous. Chez nous, les franchisés sont libres de leur détermination de prix de vente, donc on a beaucoup de mal à leur faire entendre, et c'est un gros travail en ce moment, de ramener des prix à quelque chose de normal pour régénérer du flux et régénérer une image positive dans le restaurant. Donc tu es en train de nous dire que c'est le franchisé qui supporte les frais liés à la plateforme. Alors je partage parfaitement l'analyse de Thierry parce que
si vous prenez un peu l'histoire de Pokawa, Pokawa est une marque qui a été créée sur la plateforme Deliveroo. Parce qu'en 2018, quand Pokawa est né en 2017, et en 2018 ou en 2019, je pense que Max et Sam, les fondateurs de la marque, avaient gagné un prix avec Deliveroo, être la marque la plus livrée, le poké le plus livré, c'était un shirashi, je pense un shirashi saumon, je pense, qui a été le plus livré au monde sur la plateforme Deliveroo. Là où Thierry a 100% raison, c'est que en tant que restaurateur, on ne peut pas dire que d'un côté, j'ai un client qui est sur Deliveroo et Uber Eats, et de l'autre côté, j'ai un client qui va venir chez moi. Combien d'entre nous ne vont pas sur la plateforme et découvrent sur la plateforme un restaurant? C'est comme The Fork, toutes ces choses-là. Et donc finalement, Uber Eats et Deliveroo, c'est des vitrines, comme peut être un Facebook, comme peut être un Snapchat, tout ça, sur laquelle vous véhiculez une image. Et donc si vous mettez sur Deliveroo un prix à plus 4, plus 6, automatiquement le client il va penser que vous êtes extrêmement cher. Et donc nous, avec nos franchisés, et naturellement nos franchisés sont libres de pratiquer le prix qu'ils veulent, on essaye quand même d'avoir une politique qui est assez variée et on ne regarde pas que le canal de vente technologique qui est Uber Eats et Deliveroo, on a plusieurs canaux de vente. Et au sein de nos restaurations aujourd'hui, la restauration dans son ensemble, vous avez aujourd'hui même, je dirais, 4, 5 canaux de vente. Vous avez le surplace, l'emporter, le libre-service, vous avez les click and collect, vous avez le surplace, toutes ces choses-là. Et donc, un client, lui, il ne comprend pas pourquoi il va devoir payer plus 6, plus 7 euros sur la plateforme, et quand il vient chez vous, tout d'un coup, il découvre que le prix il est moins 6. Il ne comprend pas parce que lui, il pense qu'on fait des marges de malade sur tous ces produits. Donc, il faut une cohérence. Naturellement que vous ne pouvez pas facturer les mêmes prix sur la livraison, c'est logique. Mais il ne faut pas oublier que chaque outil que vous utilisez pour communiquer avec les clients, pour qu'ils viennent acheter, il faut qu'il y ait une cohérence, et quand les écarts sont trop importants, le client il ne va pas l'accepter. Et là où Thierry a raison, et ce que nous on fait aussi, on essaye de raisonner et d'échanger avec nos franchisés pour que l'écart de prix soit le plus faible possible. Pourquoi? Parce qu'in fine, à la fin, là où vous gagnez de l'argent, ce n'est pas sur une vente, mais sur 100 ventes. Et on est des centimiers dans notre métier, et même les centimes, quand vous les mettez tous les uns après les autres, c'est là que vous gagnez de l'argent. Donc il faut faire très attention sur la communication, son positionnement prix sur l'ensemble des canaux de vente que nous avons aujourd'hui dans la restauration. Donc pour revenir au cœur du sujet, si je vous comprends bien messieurs, vous négociez en tant que franchiseur les frais, la commission de livraison avec les opérateurs et les agrégateurs, et c'est le franchisé qui après décide ou non d'utiliser ces canaux de vente et qui supporte la charge de ces canaux à partir de ces ventes. C'est lui qui signe avec Deliveroo. C'est lui qui signe avec Deliveroo et Uber Eats. Ah, c'est lui qui signe avec Deliveroo. Absolument. Nous, on a des contrats cadres parce que on fait en sorte qu'on a des relations privilégiées parce qu'on a 130 points de vente. Donc, on a des relations différentes qu'un opérateur individuel, un restaurateur individuel. Et on a des relations qui sont autres. Mais les frais, les commissions sont supportés par le franchisé. C'est pour ça aussi que c'est lui qui est libre de déterminer les prix de vente dans son restaurant. Mais ça va encore plus loin, parce que c'est la double ou la triple ou la quintuple peine. Vous avez des chiffres, vous payez 25 à 30% sur les plateformes de livraison. Encore une fois, c'est mon meilleur client, c'est mon meilleur ami. Il vient chez vous, et puis le mois suivant, vous lui dites « Ah, mes chiffres ont baissé parce que je ne suis plus tout en haut de l'algorithme. En fait, j'arrive maintenant en deuxième page, c'est pas sympa. » Il dit « Ben oui, mais il faut que tu fasses des promotions. » Qui dit ça? Le les franchisé? Non, les plateformes. Le franchisé dit ça à la plateforme en disant « Pourquoi est-ce que j'étais tout en haut et maintenant je suis plus bas ?» Ah ben oui, mais il faut faire des promotions. Je dis « Attends, mais t'es sérieux? C'est quoi des promotions? Déjà, je te lâche 30% de mon chiffre d'affaires. C'est jusqu'où on va aller? » Ah ben ouais, mais si tu veux remonter, il faut que tu fasses un acheter un offert. Et donc, on est obligé, en plus des commissions qu'on paye, de faire des politiques de promotion pour se maintenir en haut des pages.
C'est là où le franchiseur peut avoir de temps en temps des petits coups de soutien à son réseau en allant peut-être sponsoriser certaines opérations ponctuelles pour redonner un petit coup de boost. Mais on est obligé, et on est au cœur du sujet de la tech dans la food et de la relation franchiseur-franchisé, on est obligé, en plus des commissions qu'on paye, de faire des grosses politiques de promotion marketing. Ouais, et je pense, ajouter à ça, c'est un très bon exemple pour des restaurants comme Matsuri qui veulent privilégier le surplace. L'algorithme, il regarde les promos, le temps de livraison et la note que laissent les clients. Le temps de préparation des commandes va mettre une pression sur nos cuisines et va délaisser nos clients sur place. Donc on doit, nous, par exemple, jongler en permanence entre l'expérience client qu'on veut donner sur place. Thierry vient chez nous, se donne le mal de se déplacer. Est-ce qu'il faut privilégier cette expérience? Pour nous, la réponse est oui. Mais en même temps, de l'autre côté, on a un algorithme qui va nous dire « Ouh là là, vous êtes beaucoup plus long. » Dans ce cas-là, on va vous faire déclasser. Et c'est là que nous, on y perd au change. Donc c'est cet équilibre qui est très très compliqué à trouver. Mais c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on est au cœur du sujet, la tech est privilégiée par rapport au déplacement physique du client. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui gère l'organisation du restaurant plus que le nombre de clients autour de la table. Tu es en train de nous dire que les restaurants deviennent prisonniers de l'algorithme? Sans commentaire. Bart? Moi, C'est un peu iconoclaste comme terme, hein, c'est fait non, exprès. je n'irai pas jusqu'on est prisonnier. Après, on a toujours le choix par rapport à son emplacement, par rapport aux produits qu'on met en avant. Mais naturellement, on ne peut pas du jour au lendemain se dire je ne vais plus travailler avec les gens du tech. Ça fait partie de l'environnement dans lequel on est. Il va falloir faire avec. Ça ne va pas changer. Je parle de reprise. Je ne dis pas qu'elle va augmenter, mais elle va être là. À nous d'adapter nos opérations grâce à d'autres outils pour faire en sorte qu'on peut quand même satisfaire nos clients et mettre l'expérience client en numéro 1. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a le front office avec certains éléments qui sont l'expérience client, le digital, et il y a le back office qui va faciliter en cuisine l'exécution des tâches. Sur ce point, je rebondis. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit prisonnier des plateformes parce qu'en fait, on y adhère et on est un peu dopé par ce chiffre qui arrive à faire monter le chiffre d'affaires de nos restaurants, même si ce n'est pas forcément le meilleur chiffre d'affaires. En revanche, il arrive à nous faire connaître et il nous permet, nous restaurateurs, de communiquer avec nos clients via les sacs qu'on leur envoie. Aujourd'hui, nous, on cherche par exemple à booster notre canal de livraison en propre parce qu'on veut livrer nos clients, mais on considère qu'en les livrant nous-mêmes directement et en les livrant et en les embasant dans notre programme de fidélité, ce mauvais chiffre d'affaires, on va réussir à le transformer en bon chiffre d'affaires. Parce que ce client qui a commandé une fois sur les plateformes, qui sait maintenant que je livre en propre, va venir chez moi, il va gagner des points et avec ces points, il va revenir sur place. Et on cherche avec notre programme de fidélité qui est 100% digital à faire revenir nos clients sur tous nos canaux de vente. C'est-à-dire qu'ils ont des cadeaux sur place et en vente emportée et en livraison qui peuvent en fait ajuster à leur manière. Donc tu es en train de nous dire, Lucas, si je comprends bien ton propos, que la livraison, les promotions liées à la livraison et le coût de la livraison pour le restaurant, pour le point de vente, vous en servez comme un médium et comme un support de fidélisation, de conquête et de fidélisation. Exactement. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça a ouvert des portes. Comment ça se passe? Le soir, vous rentrez chez vous et vous dites... vous dites Ou pas... pas. Vous vous dites pas... généralement pas, j'ai envie de Begelstein ou j'ai envie d'autre chose. Vous dites, chérie, on fait à manger ou on commande? Ah ben on commande. Et à ce moment-là, on rentre dans son réflexe qui est Deliveroo ou Uber Eats et on est captif. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où on scrolle et qu'on cherche un restaurant. Aujourd'hui, ce mode opératoire, il commence seulement à ouvrir des brèches. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement cher et il y a une telle pression sur le pouvoir d'achat qu'il y a des ouvertures pour les restaurateurs que nous sommes. Et ça a créé un nouveau canal qui est en train de se créer, c'est encore balbutiant, qui est de dire que les marques peuvent elles-mêmes être une plateforme de commande et un acteur de la livraison. C'est très complexe parce que ça veut dire que le client chez lui le soir,
il faut qu'il ait le réflexe de se dire c'est trop cher sur Deliveroo Uber Eats et je vais aller commander direct sur la plateforme Pokawa ou Begelstein ou Matsuri. C'est pas anodin comme réflexe, hein, c'est une dérivation de l'existant. Mais ça commence à devenir tellement cher. Après, il y a la communication qu'on peut faire. Nous, on met des flyers dans les sacs en Deliveroo Uber Eats en disant bravo, vous êtes fait encore enfler par un fonds de pension américain. Avec tout l'argent que vous auriez pu économiser, vous auriez pu partir en vacances aux Bahamas à la fin de l'année. La prochaine fois, passez par l'app de commande. Et aujourd'hui, l'écart est tellement important qu'on a de la place pour faire en sorte que le client soit livré moins cher avec le même produit. Et c'est un nouveau canal de commande. Bart, la commande est un médium pour vous, pour conquérir et fidéliser vos clients? Ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Pokawa. Ça fait 3 ans qu'on est en train de travailler. On fait ce travail de fond, d'avoir notre propre application qui est capable de faire le click and collect et la livraison. 3 ans qu'on travaille dessus pour faire en sorte qu'on a les outils nécessaires pour accompagner ce changement. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 personnes qui ont téléchargé l'application et qu'on peut contacter directement. Mais ça permet aussi, et je rebondis encore une fois sur la transformation et sur le rôle de franchiseur, d'être aussi organisé dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire ce changement vers une application intégrée avec Uber Direct ou Deliveroo Direct, il faut quand même être capable de parler avec ses clients. Et ça, c'est tout un changement qu'il faut faire, toute une organisation qu'il faut mettre en place. Parce que de l'extérieur, ça semble tout simple, mais ce n'est pas si évident que ça. Il faut l'organiser, il faut le mettre en place et il faut mettre les outils et les équipes en place qui puissent le faire. Mais je suis persuadé qu'à moyen terme, c'est la meilleure façon de faire en sorte que une partie des clients, comme Thierry dit à juste titre, qui ne souhaitent plus acheter sur les plateformes parce que c'est devenu trop cher, qu'ils puissent quand même continuer à acheter en livraison parce que les prix sont beaucoup plus ajustés et beaucoup plus favorables pour les consommateurs sur la plateforme de la marque. Et pour revenir à la relation franchiseur-franchisé, Bart, quand tu dis c'est important, cette application nous permet de parler à nos clients, qui parle? C'est le franchiseur ou c'est le franchisé? C'est toujours le franchiseur qui parle. Néanmoins, et là il y a la petite subtilité, à fur et à mesure que vous faites évoluer votre technologie, vous allez être capable de donner la main aussi au franchisé, de parler lui-même avec sa communauté de son point de vente. Mais là encore une fois, c'est une évolution technologique qu'il va falloir accompagner. Mais aujourd'hui, la façon dont nous fonctionnons, et c'était la même chose dans les enseignes où je bossais avant, c'est toujours le franchiseur qui parle, qui organise et qui fait en sorte que, avec l'accord et l'accompagnement du franchisé, que les offres qui sont mises en avant soient communiquées vers les clients de façon 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Mais il faut vous imaginer, si vous avez vos propres canaux de communication, l'économie que vous faites de communication parce que vous êtes capable de vous adresser directement aux consommateurs de Pokawa ou de Matsuri ou de Begelstein. C'est extraordinaire, mais ça demande une transformation et un travail en amont. Mais ça me fait rebondir Thierry, sur un autre point qui est le prolongement de ça, qui est la notion d'expérience client. On parle de tech. Attends, on va en parler après. Ah bon. Donc je voulais te poser la question pour vous, qui parle aux clients du réseau, aux consommateurs du réseau? C'est vous le franchiseur? Le franchiseur parle au franchisé qui parle au client final chez nous. On prend la parole de manière corporate, mais la relation privilégiée, elle est entre le franchisé et le client final. Et c'est ça pour moi l'expérience client. Elle part de là. Elle part du dialogue qui va naître entre le franchisé et le client final. Et j'ai créé Begelstein pour cette expérience client. On a une communication très borderline, très incisive. Quand vous hésitez entre un bagel saumon ou un bagel poulet, on vous engueule en vous disant « Attends, ça va, t'es pas en train d'acheter un appartement, on prend le saumon aujourd'hui et le poulet la semaine prochaine. » Et cette expérience client, elle fait partie de l'ADN Begelstein. À tel point qu'il y a quelques années, quand on m'a dit il faut tester les bornes de commande, moi je dis non, j'ai pas envie de borne de commande. La seule expérience client avec une borne de commande, c'est la commande 23 est prête, c'est pour qui? C'est super réducteur. Sauf que
je lance un test avec une borne de commande et je fais 20% de chiffre Tu m'as d'affaires dit en que tu avais plus. cartonné avec cette borne. Alors je fais quoi? Est-ce que je privilégie, pour mon réseau, je ne parle pas que de moi, est-ce que pour mon franchisé, je privilégie mes valeurs, mon ADN de relation client, ou est-ce que je lui augmente son chiffre d'affaires de 20%? C'est super complexe à gérer. Et c'est au cœur de la discussion d'aujourd'hui sur en quoi la tech change. Eh ben, la tech change parce que la borne de commande, elle permet d'augmenter le panier moyen violemment. Et elle change la relation franchiseur-franchisé parce que qu'est-ce que je dois faire de mes racines? Je vais juste rebondir là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Et je suis comme toi, la borne de commande, c'est extraordinaire parce que ça fluidifie le service, ça augmente le ticket moyen, mais ça a aussi créé une distance avec le consommateur. Et ce qu'on a fait maintenant, chez Pokawa, on essaye de le faire, c'est des tests qu'on est en train de faire, c'est de détacher un membre de l'équipe dans la salle, près des bornes, près du client. On appelle ça l'ambassadeur Pokawa. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien d'autre, dire bonjour au client. Quand il ne comprend pas, l'aider. Quand il n'achète pas, parce que ça arrive qu'il y a tellement la queue qu'on rentre et qu'on dit « Oh punaise, ça va durer un temps fou », on lui donne un ticket, allez sur l'application, ça va beaucoup plus vite, il y a le click and collect. Et donc, indirectement, la relation qu'on a avec les clients, qui était un peu partie avec la borne, parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas très sexy comme système, c'est pas très personnel. Bah, on va le trouver d'une autre façon, avec une personne en salle qui va nettoyer, ranger, mais qui va quand même être habillée différemment et qui est capable d'avoir cette interaction avec les clients. Mais aujourd'hui, c'est pas facile à trouver parce que finalement, c'est pas les mêmes compétences qu'il faut pour faire un poké que de parler avec un client. Donc, on est toujours, c'est un peu ambivalent entre ce qu'on veut réellement faire, ce qu'il faut faire et ce qu'on est capable de faire. Ce qui prouve que la transformation est permanente. Lucas, Ouais, vous êtes des restaurateurs bornés ou... J'avais un point sur ce sujet borne. Nous, en fait, on a longuement hésité sur les bornes parce que Matsuri, avant, il y avait des frigos en libre service. Le frigo, c'est frais, ça va vite. De l'autre côté, il y a des gens qui me disaient oui, mais si c'est du sushi, c'est frais, c'est censé être vraiment frais, c'est pas censé être dans un frigo. Donc, on a eu un peu d'hésitation, on a testé les deux. En fonction des sites, on a les deux. À la Défense, très bureau, ça doit aller très vite. On a des frigos parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Le client a le choix, il se sert. Tout ce qui est retail, ce sera des frigos. En revanche, dans les zones où on veut vraiment privilégier la restauration assise, on ne veut pas du tout un frigo à l'entrée du restaurant. Parce que ça dénature pour le coup l'expérience sur place. Un frigo, ça ne fait pas du tout restaurant où on veut passer un bon moment. Du moins, pas une soirée, un samedi soir. Donc on a décidé de mettre des bornes qu'on a habillées comme des Game Boy. Donc nos bornes sont assez drôles, elles ont une forme assez atypique. Et je pense qu'on a trouvé un touchpoint qui est bon, qui nous permet à la fois de maximiser le chiffre sans dénaturer nos locaux. Et sur l'expérience client, ce qu'on a remarqué nous sur les bornes, c'est qu'on arrive à mieux convertir nos clients sur les bornes quand on leur propose par exemple de se connecter à notre programme de fidélité. C'est des choses, quand un caissier doit le dire alors qu'il y a la queue, il n'a pas le temps. Il ne le fait pas. Donc c'est soit un flyer que les gens vont pas lire parce qu'ils ont faim, donc ils vont vite. Et le fait de pouvoir embaser nos clients directement sur un écran dans leur parcours de commande avant qu'ils payent fait que je vais leur apporter un petit plus en leur donnant une promotion qui va être applicable directement sur leur panier grâce à cette technologie de borne. Donc il y a beaucoup de mal, mais il y a quand même un peu de bien qui est qu'aujourd'hui on arrive à renforcer notre base client. Et on sait que nos clients qui sont fidèles à Matsuri et qui viennent régulièrement ont un panier moyen de plus de 30%, enfin 30% plus élevé que nos autres clients. Donc c'est des très bons clients pour nous qu'on veut chérir et qu'on veut vraiment on cherche tous les jours à comprendre leurs besoins. Et là, pour le coup, la digitalisation de notre marque nous permet vraiment de comprendre leurs besoins et de redispatcher des cadeaux à nos clients en fonction de leur goût. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes cadeaux chez Matsuri. Donc là, on est sur la relation client, restaurateur-client, franchiseur, restaurant-client. Ouais. En préparant cet après-midi avec Adrien, qui t'a délégué à bon escient, Adrien me disait, dans la relation, pour revenir sur le sujet, dans la relation franchiseur-franchisé, le digital nous apporte de la flexibilité. Est-ce que tu peux développer un peu
ce thème-là. Beaucoup de flexibilité, Dans la notamment relation franchiseur-franchisé. bien sûr sur le contrôle qu'on va avoir sur nos franchisés. La flexibilité de leur laisser choisir leur prix tout en ayant quand même un œil dessus. C'est-à-dire qu'ils sont libres de choisir les prix qu'ils veulent pratiquer. Mais ça nous permet, le fait que toute cette relation, que notre système de caisse et que tous les outils qu'on utilise soient digitalisés, nous permettent aujourd'hui de leur laisser la main sur ces outils, tout en les contrôlant, parce qu'on va en fait imposer un catalogue qui va être poussé sur les plateformes. Donc un franchisé ne va pas pouvoir mettre des produits qu'on n'a pas dans notre charte, qui ne sont pas acceptés par le franchiseur. Donc on a cette flexibilité de en fait, pouvoir déléguer beaucoup aux franchisés, tout en gardant un contrôle via des process qu'on va mettre en place en interne. Quelque chose qu'on a mis très récemment, c'est tout notre système d'audit. Avant, chez Matsuri, il n'y avait pas ou très peu d'audits, c'est-à-dire que c'était des audits ponctuels. Aujourd'hui, on a des audits quotidiens, bi-quotidiens. En fait, avant chaque service, nos équipes doivent remplir un audit via une application sur un iPad qui les force à rentrer dans ce qu'on veut que soit le restaurant, c'est-à-dire qu'il soit propre, qu'il soit fonctionnel, que tout soit bien allumé. Avant, il y avait des papiers volants où ils s'amusaient à cocher ça à la vitesse loto. Donc, c'était pas du plus pratique. Maintenant, ils doivent prendre des photos, qu'ils doivent prendre au moment à laquelle ils font l'audit. Ils ne peuvent pas les enregistrer. C'est un système assez performant qui nous permet de contrôler et du coup d'avoir cette flexibilité via nos différents C'est la franchiseurs. checklist avant le décollage. Exactement. Thierry, flexibilité, digital flexibilité, Grave. au niveau du réseau, hein, bien évidemment. Dans l'analyse des datas. Aujourd'hui, j'avais ce matin une réunion avec mon équipe animation où on cherchait la corrélation entre le taux d'humidité, c'est-à-dire la pluie, et les ventes. Pour prévoir encore mieux les commandes des semaines et des mois à venir, c'est quand même, la tech est formidable pour ça, hein. C'est quand même un truc de dingue. Mais même si on va sur les terrains que relatait Lucas, dans la relation franchiseur-franchisé, nous on travaille avec une application qui s'appelle Cerca, sur laquelle tous nos audits sont numérisés, digitalisés, acceptés, signés par le franchiseur et par le franchisé. Aujourd'hui, on met en place à travers cette plateforme nos formations internes pour nos franchisés avec l'IA. Donc, on réalise toutes nos formations par l'IA, ce qui donne des avantages certains, puisqu'on ouvre à partir du mois prochain des restaurants Begelstein en Inde. Les formations et les outils d'audit sont en Indie en 4 secondes. Donc, la flexibilité, elle est juste folle. Elle est juste folle parce que je vais former à l'autre bout du monde des gens avec mes mêmes vidéos de formation en 30 secondes que celles que j'ai utilisées le matin pour la formation de ma boutique à Aix-en-Provence. C'est ouf. Bart, Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'on est sur la même plateforme, Thierry. On est sur Cerca aussi, donc on va la déployer aussi pour nos franchisés dans les semaines, dans les mois à venir, parce que je crois beaucoup dans la formation, dans l'accompagnement de nos franchisés. Encore une fois, je reviens à ce qui est l'essence même d'un franchiseur, c'est un apporteur de service, d'un concept, hein, c'est réellement le cas. La flexibilité, oui. Mais aussi, je pense que, encore une fois, franchiseur, en tant que franchiseur, notre job, c'est de faire en sorte qu'on fait le tri aussi dans toutes les possibilités qu'il y a sur le marché. Parce que vous marchez ici dans le food hotel tech, vous regardez un petit peu, il y a de chaque solution, il y a au moins 5 personnes qui peuvent vous mettre la solution en place. Et je pense que notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'on choisit parmi tous ces prestataires, ceux qui sont capables le mieux de servir notre réseau de franchisés. Et de faire en sorte que toutes ces solutions qui existent, qu'ils soient quelque part intégrées, mis en relation, et faire en sorte que pour le franchisé, ce soit quelque chose de naturel de s'en servir. Et le dernier point, et je pense que c'est le plus grand job du franchiseur aujourd'hui, et c'est une tâche qui est assez importante et assez lourde, c'est de faire en sorte que toute l'information qui remonte du réseau redescend aussi traitée, analysée et prête à l'emploi. Et parce que la data, et vous êtes tous, je pense, certains d'entre vous sont certainement restaurateurs ou hôteliers, si vous regardez tous les outils que vous avez faits, si vous mettez les uns après les autres, ça gère quand même de la donnée.
et faire en sorte que vous pouvez en faire quelque chose qui tient la route, c'est un job que pour moi, un restaurateur individuel ou un entrepreneur solo n'est pas capable de le faire. C'est juste impossible parce qu'au même temps, on doit gérer sa cuisine, gérer les absences de personnel, faire ses achats, faire l'entretien, faire en sorte qu'il respecte toutes les règles qui sont en cours en France, remplir ses déclarations d'impôts et tout ce qui va avec. Et je pense que c'est là que le rôle du franchiseur est important. Et pour moi, la relation franchiseur-franchisé, elle est là. C'est que comment je fais en sorte que mon franchisé a les outils en main et qui peut être le meilleur opérateur du concept. Et il ne faut pas aller chercher beaucoup trop loin. C'est ça. Je suis franchiseur, je mâche les données et après mon franchisé, il fait avec cette donnée ce qu'il pense qu'il doit faire avec notre support. Voilà. Merci. Avant de vous poser la dernière question, messieurs, y a-t-il des questions dans la salle? Je vais faire l'hôtesse parce qu'il n'y a pas d'hôtesse. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes rapidement. Je m'appelle Bousso Diallo, je suis hôtelier et je venais regarder cette... en fait, vous avez les mêmes problématiques que dans l'hôtellerie, en fait. Ma question, c'est que quel intérêt... Est-ce que vos intérêts ne sont pas dissociés des intérêts de vos franchisés dans la mesure où plus vous faites de volume, forcément plus de franchisés va payer. Et le franchisé, lui, il fait du chiffre d'affaires, du mauvais chiffre d'affaires qui génère pas de revenus, enfin de bénéfices. Mais est-ce que sur ces... Vous les traitez différemment? C'est deux canaux, les canaux directs et les canaux qui se passent par les plateformes. Est-ce que vous faites moins de fees sur cette partie-là? En un mot, est-ce que vous prenez votre risque sur cette partie-là? Chacun votre tour, vous avez 20 secondes pour répondre chacun. Non. Non, on ne fait pas, on n'a pas des fees différents sur le chiffre d'affaires amené par les plateformes de livraison que sur les plateformes. Par contre, nous sponsorisons des promotions et des actions de promotion qui leur permettent d'augmenter. Ah bah ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et on retravaille les menus et les opérations. Donc c'est quand même une forme de subvention pour ce chiffre d'affaires-là. In fine, ça correspond à une baisse de royalties. Parce qu'on prend le même frontalement, mais on va sponsoriser et payer, nous, des actions de communication pour que le chiffre d'affaires soit plus important. Bart? Bah nous, c'est les mêmes royalties pour n'importe quelle vente dans le réseau. Parce que notre position, c'est qu'aujourd'hui, si nous dominons réellement les ventes du poké sur l'ensemble des réseaux, c'est parce que nous faisons le travail en amont de la marque. C'est la marque qui fait la différence. Néanmoins, là où je vous rejoins, notre volonté et tout le travail qu'on fait à côté, c'est de faire en sorte que la majorité et de plus en plus de consommateurs vont sur notre application qu'on appelle en interne Pokanet pour faire en sorte que le consommateur est conscient qu'il est plus intéressant pour lui d'aller sur notre application que sur l'application Uber ou Deliveroo. Mais néanmoins, à la fin, on est dans le même bateau parce que si mon franchisé n'est pas en mesure à un moment donné de répondre aux besoins de payer ses factures, on est dans le même bateau. Donc on est là pour gagner de l'argent ensemble. Et je veux juste rajouter quelque chose, c'est que moi je prends et je ne suis pas le seul, je prends 2 à 3 chambres d'hôtel par semaine. Depuis des années, je vais sur Booking, je trouve l'hôtel, je le réserve en direct. Mais ça, on fait tout ça maintenant. Et on fait tout ça, mais pas sur la bouffe. Exact, ouais, c'est vrai. Pas sur la bouffe. Sur la bouffe, vous allez sur Deliveroo, Uber Eats, vous sélectionnez, mais après, c'est très rare d'en sortir et d'aller le repasser par. Oui, parce que tu as un problème logistique à régler. Lucas, Oui, j'ajoute. pour répondre à ce monsieur. Exact. On a pareil la même structure de fees en fonction des canaux. Ce qu'on considère que, en fait, on regarde un franchisé sur son réseau complet et pas en fonction de ses canaux. En revanche, on espère et on essaye au quotidien d'aider le franchisé avec la force du réseau, c'est-à-dire on va réussir à diminuer les fees que vont nous prendre ces agrégateurs
que ce soit via des exclusivités, via la sponsorisation de diverses actions marketing qu'on va avoir avec eux et des actions marketing. C'est beaucoup de marketing qu'on fait sur les plateformes qu'on va totalement absorber nous en interne ou qu'on va dissocier, dispatcher avec l'agrégateur qui va les régler lui. Donc c'est vraiment ce plus qu'on va réussir à apporter. Là je parle vraiment des plateformes, hein, mais c'est pareil sur tout autre canal. Les ventes qu'on va lui ramener en direct et qui va encaisser lui via du marketing global qu'on fait et des actions qu'on va essayer de mener pour le groupe qui sont en plus des fees qu'on lui facture. J'ai une dernière question à poser à ces messieurs qui sera la question de conclusion. Nous, chez Food Service Vision, le blackout sanitaire a été l'occasion d'apporter de nouveaux services à nos clients qui sont venus vers nous pour avoir une visibilité parce qu'ils nous ont dit on n'y voit rien, tous les restaurants sont fermés, on ne sait pas ce qui va se passer. Food Service Vision, s'il vous plaît, aidez-nous à y voir plus clair, à comprendre ce qui se passe. C'était un blackout sanitaire. Demain, il y a un blackout Internet. Comment faites-vous pour gérer vos réseaux, messieurs? Bart? Je trouve que c'est une très bonne question parce que je l'ai posée il n'y a pas longtemps à un de mes fournisseurs. Et mon fournisseur, il m'a dit, on le prépare. On a partout dans nos dépôts et dans nos lieux logistiques, on a des pièces blanches dans lesquelles il y a encore un ordinateur qui n'est pas relié au réseau et qui peut, de façon manuelle, envoyer les commandes. Moi, je me suis posé comment nous, on va le faire demain. Alors, pour être franc avec toi, Pierry, je n'en sais rien, parce que je pense que ça va être vraiment quelque chose assez sportif. Révolutionnaire. Voilà. Mais je pense que la bonne chose, c'est que si à ce moment-là, on a dans le magasin des générations Z, X et Y, probablement la génération Y va pouvoir, pour une fois, donner un coup de main à la génération Z pour utiliser une feuille et un crayon. C'est ça. Vous connaissez peut-être la blague Internet qui dit Oh là là, aujourd'hui il y a pire. une coupure de réseau. Du coup, je suis descendu dans le salon, j'ai rencontré ma famille, ils ont l'air sympas. Ce qui va se passer le jour où il y a un problème de cet ordre-là, c'est qu'on va revenir 10 ans en arrière et pour moi, on va faire 10 ans de progression sociale et humaine. Parce qu'on va enfin revenir aux fondamentaux qui nous ont fait choisir ce métier à l'époque, qui est de servir à manger à un client. Et basiquement, j'allais dire, parce que c'est pour ça qu'on a créé nos marques. Aujourd'hui, on s'éloigne de ça avec des outils, mais revenir à ça, pour moi, ça sera un grand kiff. Lucas? Alors moi Toi, t'es né avec. j'allais dire ça, j'ai toujours connu un monde digitalisé et peut-être même un peu trop. Quand je suis arrivé chez Matsuri, je me souviens ranger des caisses quand on faisait nos travaux et tomber sur des blocs comme des blocs de prise de commande, mais totalement brandés Matsuri. Sur les livres comptables. Non, en fait, vu qu'on vend des assiettes de couleurs et non pas des plats, on avait en fait ce petit bloc-notes avec les assiettes qu'on donnait au client pour qu'il aille payer à la caisse. Et quand je suis retombé sur ça, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on en garde des cartons au cas où j'ai un problème Internet, parce que c'est le seul moyen d'encaisser des gens, de fluidifier un encaissement de 70-80 personnes, parce que tout le monde veut évidemment payer en même temps. Et c'est quelque chose qu'on a quand même gardé en tête, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une vraie coupure. Et même si on a beau réfléchir et mettre des garde-fous devant ça, on cherche toujours à avoir une bonne solution. Et je suis sûr que le papier-crayon, avec un sourire, ça reste la meilleure vente. Donc, vive le digital et continuons à apprendre et à savoir écrire et à lire. Merci à tous. Merci. Et merci à toutes. À bientôt et à l'année prochaine sur Food Hotel Tech.